À travers son magazine et une série de 3 entretiens croisés d'universitaires et de professionnels, PopScience interroge les conditions de la réconciliation entre l'industrie et la société. Et pour cette 3e interview, nous recevons Pierrick Chalvin, délégué général d'Unitex, qui représente les entreprises du textile en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que Victorien Plié, docteur en histoire contemporaine, spécialiste du déclin et de la résilience de l'industrie textile rhône-alpine. Ensemble, nous allons nous demander s'il est possible de parler d'un réveil du textile made in France et des défis que cette filière doit relever pour sortir des modèles industriels dominants associés au textile, que ce soit écologiquement, socialement et économiquement. Je vous propose de commencer avec vous, Victorien. Comment l'industrie textile s'est-elle métamorphosée ces 50 dernières années ? Alors, je dirais qu'il y a eu plusieurs transformations essentielles ces dernières décennies. Alors tout d'abord, dans les années 60, il y a l'émergence d'une concurrence communautaire, donc liée au marché commun, au marché européen, auquel va s'ajouter dans les années 1970 une concurrence internationale qui va être principalement incarnée par ce qu'on appelait à l'époque du moins les NPI, donc les nouveaux pays industrialisés, notamment des pays comme la Corée du Sud, comme Hong Kong, comme la Malaisie ou encore Taïwan, et qui vont exercer une pression concurrentielle très forte sur les producteurs européens et particulièrement sur les producteurs français. Ce qui va aboutir donc à la mise en place d'un modèle de régulation internationale qui est basé sur ce qu'on appelle les accords multifibres, qui vont donc maintenir un système de taxes douanières qui vise à limiter l'effet des importations des pays à bas coût sur les productions européennes et françaises, régime qui va être critiqué de manière assez récurrente et qui va être jugé comme étant insuffisant, puisque c'est également à partir des années 70 que le textile français entre réellement dans une phase de crise aiguë, qui commence vraiment à voir ses effectifs et son activité fondre comme neige au soleil. Et ça va se poursuivre tout au long des années 80 et 90. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une érosion continue et qui a pour origine finalement le même mal. Il va y avoir des entreprises qui initialement donc, vont souffrir de cette concurrence internationale, mais qui vont réussir à se réadapter en adoptant des principes de flexibilité, en adoptant des logiques de réduction de coûts, en se basant donc ce qu'on appelle le lean management, donc la réduction maximale des coûts, en se basant sur une production qui se veut davantage en flux tendu qu'une production standardisée de masse, qui va leur permettre de lutter un temps contre cette concurrence. Et le cycle actuel dans lequel nous évoluons, finalement, c'est le cycle post-accords multifibres, qui ont donc été abrogés en 2005 et qui ont abouti à ce qu'on appelle la grande vague d'importation de produits chinois, qui est actuellement le principal producteur mondial, tant dans le textile que dans l'habillement. J'ajouterais juste avant la fin des quotas qui est intervenu en 2005, un autre événement important, l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001. Et donc qui participe à la grande famille du commerce mondial, avec effectivement un déséquilibre très sensible dans les échanges internationaux, au profit bien sûr de l'Asie et de la Chine en particulier, qui a eu un impact certain sur la filière textile, et avec effectivement qui a entraîné notamment une baisse des effectifs, une réduction du nombre d'entreprises et une baisse des effectifs jusque dans les années 2015 à peu près, et c'est à partir de 2015 qu'il y a une stabilité et un retournement qu'on observe notamment dans les effectifs salariés du textile. Pour enchaîner, Pierrick, quel est l'état des lieux qu'on peut dresser du marché mondial du textile en 2021 ? Alors, en 2021, sur le marché du textile mondial, il y a évidemment une hyper-présence de l'Asie, avec notamment la Chine, mais également des pays comme le Bangladesh, l'Inde, le Vietnam, qui sont vraiment les gros fournisseurs de textiles au monde, avec une autre zone importante plus proche de chez nous qui est la Turquie, le bassin méditerranéen et la Turquie en particulier. Alors ce système a été largement bouleversé du fait de la crise sanitaire mondiale.
Aujourd'hui, on assiste à une redistribution des cartes, notamment en termes de sourcing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes enseignes, les grandes marques françaises expriment clairement une révision de leur zone géographique de sourcing en délaissant l'Asie au profit de deux autres zones que sont l'Europe de l'Est et le bassin méditerranéen, Turquie, Maghreb, mais également la France. Donc ça, c'est une nouveauté qui a été mise à jour notamment par une enquête de l'Institut français de la mode qui a été publiée la semaine dernière. Est-ce qu'on peut parler dans ce contexte-là d'un réveil du textile Made in France? Si oui, depuis quand et quelles sont ses spécificités? Alors, réveil, oui. Je dirais aussi, dans un sens plus large, je pense aussi que c'est une réconciliation de la France avec son industrie en général. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie, ces dernières décennies, a été perçue comme quelque chose de finalement assez négatif, puisque relié aux fermetures des grands complexes industriels, de la sidérurgie, des mines, du textile. Tout le monde a encore en tête, je pense, le démantèlement par exemple du groupe Boussac-Saint-Frère, qui encore aujourd'hui dans les années 2010 fait l'objet d'adaptations cinématographiques. Je pense notamment au film Merci Patron de François Ruffin. Donc il y a toute cette image finalement de désastre social qui est lié à cette grande industrie. Mais finalement aujourd'hui, cette industrie-là, donc la grande industrie standardisée avec des unités de production qui emploient des milliers de salariés, eh bien, n'existe plus. Et à la place, il y a un nouveau modèle d'industrie qui émerge avec des unités de production plus petites, avec une dimension plus humaine, avec des effectifs réduits et des capacités nouvelles en fait pour faire face à la concurrence internationale. Donc, réveil, oui, et je renvoie à ce que disait Pierrick Chalvin concernant la stabilisation des effectifs. Donc réveil, oui, mais aussi, je pense surtout réconciliation. Pierrick, cette réconciliation de l'industrie textile avec les Français et avec la France de manière générale, ça vous parle? Oui, complètement. On assiste effectivement à... j'aime pas parler de relocalisation parce que ça n'existe pas et le terme est impropre. Je dirais développement de nouvelles activités liées à là aussi une redistribution des cartes sur les clients. Alors de façon très immédiate, on l'a vu, je vous l'ai dit, la crise sanitaire a bouleversé la donne. On est confronté, et je ne pense pas que ce soit que conjoncturel, à des problématiques aujourd'hui de transport, de fret maritime, de fret aérien, de coûts de transport, d'aléas liés à des situations géopolitiques dans un certain nombre de zones qui ne sont pas bonnes pour le commerce mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie a besoin d'être assurée et d'être rassurée en permanence. Lorsqu'il y a trop d'aléas, ça ne convient pas aux entreprises. D'où le retour vers un sourcing de proximité. Et quand on dit sourcing de proximité, c'est bien sûr un sourcing européen, mais c'est également un sourcing français. Ce sourcing français, il est en plus incité par une clientèle, notamment dans la mode, qui est de plus en plus en recherche d'authenticité, en recherche de traçabilité, en recherche de production locale, comme on a pu le voir dans l'alimentaire ou dans d'autres secteurs. Et tout cela renforce cette volonté d'être en capacité de trouver des sous-traitants, des fournisseurs à proximité avec une transparence sur les conditions de fabrication. Peut-être pour continuer, n'est-ce pas là l'occasion d'échapper au modèle dominant de l'industrie textile moderne, notamment du fait de la fast fashion et de toutes les conséquences négatives qu'elle produit environnementalement et socialement? Quand on parle de mode, il ne faut pas seulement parler de fast fashion, c'est un modèle parmi d'autres. J'aimerais aussi qu'on évoque le modèle du luxe, qui est également un autre modèle sur lequel je souhaiterais m'arrêter.
j'ai envie de dire que la fast fashion, clairement, a un peu de plomb dans l'aile. Et on le voit à travers différents indicateurs, notamment sur la surproduction mondiale à laquelle on est confronté. On assiste encore aujourd'hui, un peu moins qu'avant, à l'arrivée, notamment en Europe, de containers entiers de vêtements qui ne vont même pas jusque dans les magasins, parce que les magasins ne vendant plus, ayant des stocks déjà très importants, partent soit en second choix, soit à la destruction. Donc ça pose un certain nombre de questions sur l'adéquation entre l'offre et la demande, très clairement. Sur la fast fashion, là aussi, il y a une prise de conscience collective, et pas seulement en France, d'un modèle qui est peut-être arrivé au bout. C'est-à-dire que on s'aperçoit bien que beaucoup de ménages stockent énormément de vêtements, bien plus qu'ils n'en ont besoin dans leur placard, et qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens d'acheter finalement des vêtements jetables. Et qu'il est beaucoup plus opportun d'acheter peut-être moins, mais mieux, c'est-à-dire de meilleure qualité. Ce qui me permet de faire le lien avec l'industrie du luxe. On regrette souvent en Europe de ne pas avoir de GAFAM. Mais on a mieux que des GAFAM. On a tous les poids lourds de l'industrie du luxe en France. On appelle les GAFAM les industries du numérique. On appelle maintenant, j'ai vu cet acronyme, les COLC en France. C'est Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH, Chanel. Tout cela pèse très très lourd et ces entreprises, pour une partie d'entre elles, font travailler des entreprises textiles en France et en Europe. De manière générale, à quel besoin cette renaissance du textile français répond-elle ? Alors, je dirais, donc d'une part, en effet, il y a encore une spécificité française dans le luxe qui est très prononcée, et on voit d'ailleurs, je prends le cas de Chanel, qui a constitué une holding pour pouvoir chapeauter ses différentes activités de production en France, et qui a repris plusieurs de ce qui a été finalement ses fournisseurs historiques, qui sont des petites entreprises régionales, qui sont finalement sauvegardés par leur intégration au sein de cette holding Chanel. On a également dans la région la holding textile Hermès, qui sont donc des grands représentants du textile de luxe à la française. Mais on a également tout ce qui concerne la filière technique, donc ce qui regroupe aussi bien des textiles à usage industriel. Et là, dans la région, on a énormément de fleurons nationaux, si ce n'est internationaux. Je pense à Excel, au Porsche Industrie, bon, la liste serait longue. Mais également dans les tissus à usage médicaux, aussi bien pour la réalisation de bandages ou de prothèses ou de vêtements de contention. Voilà, par exemple, du côté Saint-Étienne, il y a un énorme pôle d'entreprises de textile médical. Et on trouve encore des tonnes de marchés potentiels pour cette industrie textile. Et par ailleurs aussi, on voit également émerger dans cette logique de fast fashion, de coûts environnementaux et sociaux du textile, on voit notamment émerger un début de filière de textile recyclé, qui paraît quand même assez essentiel de mentionner. Donc, des entreprises qui se spécialisent donc dans la fabrication de textiles issus de recyclage de produits précédents. Et de plus en plus, on voit également des mentions, alors, tant sur les sites des entreprises textiles que sur les sites des entreprises d'habillement, de produits éco-conçus. Donc il y a une logique de développement durable qui commence tout de même à s'installer dans la filière. Pour conclure et prendre un peu de hauteur, j'aimerais vous demander quel défi l'industrie textile française doit-elle relever lors des 10 prochaines années ? Alors moi, je mettrais volontiers un S aux défis à relever parce qu'ils sont nombreux. Je vais en citer 3 en particulier. Le premier des défis, c'est celui de la transmission des savoir-faire et de la formation. C'est juste essentiel. Si on veut continuer à garder en France ce savoir-faire d'exception, il faut évidemment qu'on transmette le savoir-faire qui est attaché, c'est-à-dire le savoir-faire des femmes et des hommes qui travaillent dans les entreprises textiles françaises. C'est important, c'est à la base de tout. Ça passe
qu'à la fois par de la transmission interne, ça passe aussi par de la formation qui peut être externalisée ou internalisée. Ça passe par la formation initiale ou continue. Et pour faire converger tout cela, tous ces talents dans l'entreprise, ça passe évidemment par l'attractivité de la filière textile française. Ça, c'est un des premiers enjeux. Le deuxième enjeu, c'est celui de la transition numérique. Je vais plus loin, de la transformation de l'appareil de production, qui est une des conditions de la compétitivité des entreprises aujourd'hui et demain. C'est déterminant. On parle parfois d'industrie 4.0. Il faut que les entreprises textiles, il faut que la filière textile fasse ce pas. Certaines d'entre elles, bien sûr, l'ont fait déjà, notamment celles qui sont adossées à des groupes, des ETI, des groupes français ou internationaux, mais il y a toute une kyrielle de TPE, PME qui n'ont pas encore fait ce pas. Il faut impérativement que dans les années qui viennent, elles passent ce gap. Et puis, le troisième enjeu est évidemment l'enjeu environnemental, où il faut que les entreprises, et là aussi il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il faut aller encore plus loin, j'ai envie de dire plus vite, arrivent à réduire encore leur impact environnemental, l'impact environnemental de la production, du process industriel, et arrivent également à avoir une transparence dans leur process de production. C'est ce qu'attend le client, qu'il soit client final ou client intermédiaire, que l'on sache dans quelles conditions environnementales, sociales et sanitaires les matières ont été produites. Alors, je pense que j'en rajouterai un qui est celui en fait de l'évolution de la consommation textile en France. Donc finalement, on revient à cette idée de fast fashion, de transition, sortie du modèle fast fashion, etc. À savoir donc d'essayer de convaincre ce marché textile français en fait de consommer mieux par des initiatives. On assiste à des initiatives d'entreprises qui tentent et qui parviennent à vendre des produits d'habillement par exemple qui sont vendus, des jeans vendus pas nécessairement plus cher que des vêtements de grande griffe américaine ou autre, tout en gardant une fabrication made in France, avec des fois des logiques d'éco-conception avec partiellement ou totalement matière recyclée. Et vraiment cette mutation de la consommation me paraît être un enjeu assez essentiel. Et ça rejoint notamment ce que disait M. Chagrin tout à l'heure quant à l'évolution de la consommation textile en général. La part consacrée à l'habillement dans le textile par le français moyen a atteint son pic au milieu des années 60. C'est-à-dire à une époque où finalement on avait des garde-robes qui étaient bien moins garnis. En revanche, on avait des textiles de qualité et durables. Voilà, on était à une époque où on gardait son manteau pendant plusieurs années, voire pour certains plusieurs dizaines d'années. Donc je pense que ce défi-là est également une donnée essentielle.